et bienvenue à tous. À la une de ce journal, vive polémique et vent de protestation après le mouvement lancé par des artistes camerounais pour appeler à la fin du conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des voix s'élèvent pour dénoncer un effet de suivisme après la forte mobilisation des artistes nigérians positionnés en faveur du peuple. À suivre donc dans ce journal quelques réactions des artistes qui fait le tollé sur les réseaux sociaux. Hors de nos frontières, à une semaine du scrutin présidentiel, la Côte d'Ivoire est sur le qui-vive entre ceux qui prennent le boycott de l'opposition et ceux qui s'activent pour la réélection d'Alassane Ouattara. Nos envoyés spéciaux présentent les enjeux au cœur de ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Des risques réels d'effondrement et de glissement de terrain sont perceptibles sur la falaise de Tchang. Dans la région de l'Ouest Cameroun, le constat est fait par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngannou Messi, prescrit en urgence des études de diagnostic afin de trouver des solutions appropriées à cette situation. Le ministre des Travaux publics redoute qu'un incident puisse se produire et interrompre la circulation sur cette voie qui relie le département du Mungo aux régions de l'Ouest et du Nord-Ouest Cameroun. Le reportage de Marcelin Gansop et Élisée Borba. 3 points critiques, pas moins, identifiés à la falaise de Sangchou. De quoi faire paniquer tous ceux qui empruntent cet axe stratégique qui relie Melon à Bafoussam en passant par Tchang et qui permet également de desservir le nord-ouest. Du fait de la forte pluviométrie, plusieurs pans de cette falaise menacent de céder. Le constat fait froid au dos. Pour cette zone, il est tout simplement question de rétablir les écoulements des eaux. En fait, c'est une situation qu'on aurait dû anticiper depuis, mais la forte saison de pluie a fait que nous ne pouvons pas tenir. Il est question de rétablir l'écoulement des eaux et de prévoir la reconstitution de la chaussée à cet endroit. Les experts l'appellent point critique. C'est à coup sur l'un des endroits les plus dangereux de cette falaise de Sangchou. Cette descente du ministre des Travaux publics a pour but de diagnostiquer réellement les différents risques qui s'imposent sur cette falaise. La menace est telle qu'il faut effectivement agir dans l'urgence. Si pour l'instant, les usagers vont et viennent dans un sens comme dans l'autre, sans aucun problème, il importe néanmoins d'anticiper sur d'éventuels éboulements qui pourraient alors couper cette voie en deux, comme cela a déjà été le cas par le passé. La problématique aujourd'hui, c'est de rechercher les causes de ces différents dégâts et de prescrire les solutions pour pouvoir le faire. L'entreprise est mobilisée sur place et ramasse les gravats qui arrivent sur la route, mais compte tenu du risque que ces dégâts portent sur la route, il est important de mettre une étude appropriée afin de définir les solutions idoines qui permettent de résoudre de façon durable la problématique. Pour le moment, le risque n'est pas aussi très grave dès lors que les eaux ont été maîtrisées. Parce que lorsque nous étions ici il y a 2 mois, la situation était beaucoup plus préoccupante. Donc nous avons le temps quand même pour mener une étude sérieuse et voir avec quelle entreprise y aller. Une entreprise est déjà mobilisée sur le terrain. Mais le ministre des Travaux publics ne ferme pas la porte à d'autres expertises. Des études doivent être menées dans l'immédiat afin que des solutions appropriées soient envisagées. Ce que nous voyons là, ce n'est pas de l'approximation qu'il faut faire. Et il ne faut pas faire aujourd'hui pour que demain on recommence. On ne va pas prendre le risque d'essayer de faire. Non. Si la route se coupe, ça va être autrement extrêmement grave. Nous avons une entreprise qui est contractualisée sur l'itinéraire. Mais ces prestations supplémentaires n'étaient pas dans son contrat. Il est question maintenant de valider sa capacité technique d'agir pour pouvoir voir si nous faisons avec elle ou bien une nouvelle entreprise qui a l'expertise particulière de ces travaux. La falaise de Sangchou a déjà animé à maintes reprises la rubrique des faits divers avec son lot d'accidents et leur cortège de malheurs. Si rien n'est fait dans l'urgence, il n'est pas exclu qu'un autre incident malheureux s'y produise. Le ministre des Travaux publics l'a compris et veut anticiper sur un éventuel péril. C'est un jeu qui vaut la chandelle. Et toujours dans ce chapitre consacré aux infrastructures routières non loin de Sangchou, du côté de Galim, les activités économiques, notamment les transports et l'agriculture, se portent mal. La route qui dessert cette localité jusqu'au nord-ouest est dans un piteux état. À bout de souffle, les populations interpellent les pouvoirs publics. Raphaël Seko et Xavier Foucault.
Quartier Maloum, c'est dans le groupement Bati. Nous sommes dans l'arrondissement de Galim à l'ouest du Cameroun. Une localité à fort potentiel agricole et pourtant, l'accès à cette localité est presque impossible à cause de l'état de la route. Les agriculteurs grincent les dents. Nous vivons le calvaire. Toutes nos cultures sont cachées, sont donc restées au champ. Il n'y a pas la possibilité, ni le maraîcher, ni les vifs frais. C'est calé. Nos maïs sont calés au champ. Nous n'arrivons pas à transporter le maïs. Les engins sont gâtés tous à cause de la route. Comme solution, ces derniers sont contraints d'aménager des espaces dans leurs plantations pour conserver leurs produits. Une solution qui ne va pas sans conséquences. Quand nous construisons les clips dans les champs, les malfrats viennent voler nos cultures. À quelques kilomètres de là, toujours à Galim, le calvaire est le même pour ces transporteurs sur cette route qui relie cette localité au Ngok et Tundia dans le nord-ouest. Donc vous avez les trous devant. Il leur faut plusieurs jours de travail ardu pour espérer avancer dans ce bourbier. C'est 4 jours. C'est 4 jours qu'on est en route. En train de souffler en route comme ça. 50 camions qui étaient ici, les cargos là et les dinosaures là. Ils ont fait 3 jours ici, ils sont rentrés comme ça pour aller débrouiller. De l'autre côté. Ils vont aller creuser. Ouais, ils sont aussi en train de creuser. Comme ils ont parti depuis le matin. Vous avez vu comment on est en train de travailler comme ça parce qu'il n'aime pas la pluie. La pluie comme ça, c'est mal coupé parti. Encore pour 2 jours encore. Les pauvres agriculteurs lancent un autre appel à l'aide. Le comité de développement de Bati a même plaidé en donnant une lettre chez le maire de l'arrondissement de Galim. Il n'a pas eu toujours à respecter ce qui nous est promis. Nous plaidons à la commune de Galim de nous aider puisque nous n'avons pas les possibilités. L'impact de ces routes sur l'économie locale et même nationale reste important. En attendant une éventuelle intervention, les populations se meurent dans ces bourbiers. Au moins 30 sont déjà rentrés. Et vous l'avez vu, l'enclavement des principaux bassins agricoles dans la région de l'Ouest Cameroun plombe l'essor de plusieurs localités. Le mauvais état des routes constitue un calvaire pour les producteurs et commerçants qui peinent à écouler leurs produits vers le centre-ville. Et un projet de désenclavement des zones rurales censé être livré en 2018 peine à prendre corps. L'on est encore à la phase de démarrage des travaux de ces routes qui devront relier le département de Dundé, la Menoie et des Bamboutos. Les précisions avec Leclerc Saken. Censée être livrée depuis 2018, cette desserte est l'une des principales que comprend le projet de désenclavement du bassin agricole de la région de l'Ouest Cameroun. Long de plus de 110 km, cette voie de communication qui relie les départements des Bamboutos, de la Menoie, Dundé, n'a jusqu'à ce jour vu que le début de ces travaux et rien d'autre. La concrétisation de ce projet risque d'être loin une réalité. Cette route qui va de Balazin pour Galim en passant par Bangan et Batam représente au quotidien un véritable chemin de croix pour les usagers. Les pieds de grand-maman se cassent ici là chaque jour dedans, chaque jour, et ils nous promettent la route. On pouvait au moins mettre une petite buse pour qu'on traverse, ou peut-être même venir racler la route, mettre un peu de la terre, comme ça là, où on avance, où on recule. Avant la route n'était même pas comme ça, au plus tôt ils ont juste empiré la route. C'est fort. Vous voyez de Bangan, vous de Bangan, au moins des kilomètres avant que tu arrives parce que la route est mauvaise. Ça c'est quoi? Avant on payait 1000 francs, maintenant là, il faut qu'on paye 2000 avant d'arriver là-bas. Et on ne s'en sort même pas. Tu achètes les amortisseurs, ça ne peut même pas faire 2 mois. Ça se gâte. Même nous, quand tu travailles jusqu'à tu arrives à la maison, tu n'arrives même pas à dormir. Pont coupé par endroits, bourbiers géants et le mauvais état de la chaussée constituent le calvaire des milliers de Camerounais qui empruntent cet axe routier. Les transporteurs, face à cette triste réalité, n'ont souvent d'autre choix que de rebrousser chemin pour se rabattre via d'autres routes plus distantes et donc créant un énorme manque à gagner pour ces derniers. Ça fait la boue comme tu vois là. Si tu es rentré, ça va foncer. Je préfère que me retourner, puisque si j'entre là-bas avec le changement, si je ne peux pas sortir. La rue est impraticable. Nous, on vient ici, on achète, on paye les pics, on n'arrive même plus à arriver ici et transporter. C'est un manque à gagner, c'est un manque. Un état de choses qui constitue un frein à l'économie locale, car c'est couler les produits agricoles issus des zones rurales vers les centres urbains est loin d'être une partie de plaisir. Ça fait plus d'un mois.
Et il me faut c'est l'État qui m'en paye de porter ça. Aller vendre et racheter encore l'autre. Donc je paie et les mamans paient aussi. Continuez à traverser les routes, dans les petits routes là, dans les buissons. Les hommes de soi se cassent, ils ne veulent plus travailler. Des faits suffisamment qui suscitent la colère des populations de cette contrée qui sont aujourd'hui aux abois. S'interrogeant sur les délais de ce marché passé depuis 2014 pour une durée de 42 mois, comme l'atteste ce document du ministère compétent, mais qui reste jusqu'à cette date l'ombre de lui-même. Les routes de désenclavement des bassins agricoles de l'Ouest, je pense à l'axe Bacham, Bangang, Bo, sont depuis la pluviométrie abondante dégradée jusqu'à terme. Nous avons, dans le cadre du Kochideba, saisi le maire de Bacham afin qu'il intercède auprès de la société ESER. Ces populations soupçonnent d'ailleurs une sorte de détournement de ce projet, car des indiscrétions auraient fait savoir que cette route principale est en passe d'être une bretelle au profit d'un autre axe, cette fois-là moins distant, aussi en attente de construction dans cette contrée géographique. Des populations qui ne désespèrent pas et appellent les autorités en charge des marchés publics à se pencher sur la question, à s'en sortir le bassin agricole de la région du Soleil couchant de cette auberge. Que les pouvoirs publics pensent au bitumage du tronçon Bangang-Zingdong à le fait de permettre aux populations dont la production des pommes de terre à grande échelle est irréfutable afin de booster l'économie. Et nous refermons notre série consacrée aux infrastructures routières en évoquant la reconstruction du pont sur le fleuve Dimbamba. La nécessité se fait de plus en plus ressentir face à la densité du trafic. Il pourrait connaître un engorgement compliqué avec des travaux sur la pénétrante Est, la capitale économique Douala. Le reportage de Cédric Chouna et de Jean-Paul Chouniat. Ouvert à la circulation publique voilà 36 ans. Le pont sur le fleuve Dibamba peine à contenir le trafic des véhicules aux heures de pointe à la sortie est de la ville de Douala. Les voitures ont tendance à vouloir toujours se bousculer, se cogner. Pendant que certains veulent sortir, d'autres veulent aller, veulent traverser. On ne sait pas qui va passer en premier. Personne ne veut laisser l'autre passer en première position. Du coup, tout est confondu. Et une fois les travaux de bitumage de la pénétrante est achevés, la congestion des véhicules rendrait quasi impossible la fluidité du trafic à la traversée de la Dibamba dans les deux sens. Et c'est bien le ministre des Travaux publics qui dessine le scénario. On a 3 fois 2 voies métriques qui deviennent moins d'une fois au niveau du pont. Le pont va être reconstruit pour éviter cette sorte d'effet entonnoir que nous aurons là-bas. Vu la gravité du problème et l'urgence de l'heure, Emmanuel Ganondjoumessi a lâché l'idée d'un pont, encore en gestation dans la paperasse de son département ministériel. Nous avions vraiment besoin de ce pont-là pour pouvoir désengorger déjà le premier pont qui est déjà là, étant donné qu'il est déjà petit par rapport au nombre de véhicules que nous roulons dessus. Si l'info lâchée sur la reconstruction du pont sur la Dibamba sonne comme une vérité d'évangile pour certains, pour d'autres, garder le doute de Saint Thomas d'Aquin est recommandable. Vous savez, au Cameroun, on a envie d'essayer d'être comme les Thomas, voir avant de croire. On nous a tellement bernés au point où vraiment, si on ne voit pas les travailleurs à pied d'œuvre, si on ne voit pas tout le monde sur le terrain pour la réalisation, on ne va jamais croire. Second pont sans voie de contournement, cela n'aura rien à faire, puisque si le second pont aide juste à traverser, comment est-ce qu'on fait devant une fois qu'on a traversé? Surtout qu'on côtoie la route avec les camions de marchandises qui vont et viennent, stationnant un peu de partout. Ce qui fait qu'il faudrait trouver un moyen vraiment de désengorger cet axe-là. Construit en 1984, puis rallongé en 1990, le pont sur le fleuve Dibamba, long de 448 mètres et seulement large de 10 mètres et demi, sera à rude épreuve. Dès le 15 décembre prochain, date de livraison de la pénétrante Est, en chantier pour le moment. Et nul doute que la pression de l'intensité du trafic et des embouteillages mettront aussi à rude épreuve les nerfs des automobilistes dès début janvier 2021, avec l'arrivée des délégations étrangères participant à la phase finale du Chan 2021 qu'abritera en partie la ville de Douala.
Et je vous le disais en titre, la toile s'enflamme depuis quelques jours après le mouvement lancé par certains artistes pour appeler à la fin de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Des voix s'élèvent pour appeler au boycott du projet, accusant les initiateurs de suivisme au regard de la forte mobilisation des artistes nigérians positionnés en faveur du peuple pour faire revendiquer le droit. Or, d'aucuns estiment que c'est un moyen pour pousser les deux parties en conflit à ouvrir finalement un dialogue inclusif. Des réactions captées sur les réseaux sociaux par notre reporter Gladys Sidi. Point levé, le hashtag #AnglophoneCrisis prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. On compte de milliers de tweets et de partages. Lancés par des artistes camerounais, ils font front commun pour demander la fin de la guerre dans le Nozo. Sur leurs différents comptes Facebook et Twitter, ils sont nombreux à suivre le mouvement. Ils se recrutent tant dans les rangs de la nouvelle génération que de l'ancienne. Ils ont pour la plupart changé leur photo de profil pour toucher le plus d'internautes possible et véhiculer leur message. Nous voulons la paix. Le silence rend coupable. Nous sommes tous concernés. Peut-on lire? Bendeka va plus loin en indiquant que plusieurs personnes se sont enrichies du fait de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Sauf que cette mobilisation des artistes camerounais sonne pour certains de leurs fans comme du suivisme. Après la forte mobilisation des artistes au Nigeria il y a peu pour demander la dissolution de la SARS, une unité de police spéciale accusée d'exactions sur les populations. Les artistes nigérians ont eu gain de cause puisque le président Muhammadu Buhari a demandé la dissolution de la SARS. Accusés de suivisme, les Camerounais se défendent et sortent les archives. Elles datent de 2016, 2017, 2018 et 2019. Comme pour dire qu'ils se sont toujours mobilisés pour cette cause. Les fans ne sont pas les seuls à ne pas croire à la sincérité de ce mouvement puisque les artistes eux-mêmes sont divisés sur le sujet. Deux camps se sont formés. À côté des initiateurs du hashtag #AnglophoneCrisis, il y a ceux qui estiment qu'il est hors de question pour eux d'être porte-étendard d'un pareil mouvement dans un pays où les artistes sont chosifiés et où ils sont abandonnés à leur propre sort dans des conditions précaires. Combien d'icônes à l'article de la mort ont été obligés de mendier afin de bénéficier des soins de santé, s'interrogent les artistes, qui font savoir qu'il est temps que cela change. Du reste, le mouvement continue d'être suivi par plusieurs personnalités. Samuel Eto'o-Fils a d'ailleurs apporté son soutien et caresse Fotso de conclure que les divergences d'opinion doivent converger vers l'amélioration du quotidien des Camerounais. Et dans le chaudron de la crise anglophone, des centaines d'élèves n'ont toujours pas mis le pied à l'école 4 ans après le déclenchement du conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en 2016. De nombreux parents, fuyant les affrontements et même des représailles, ont choisi de laisser leurs enfants à la maison à Limbé. Illustration au village Mabeta à Limbé, dans la région du sud-ouest, où le sous-préfet vient de lancer une opération de sensibilisation des parents pour un retour des enfants à l'école. Le reportage de Nadine Guanfo, Julien Berthe-Bissaï. Au village Mabeta, dans la région du sud-ouest, des centaines d'élèves n'ont plus mis les pieds à l'école depuis le déclenchement du conflit armé en 2016. Pour cette rentrée 2020-2021, le sous-préfet de Limbé 3 va à la pêche des élèves, 3 semaines après le début des cours. Que font les enfants à la maison? Pourtant, vous avez demandé tout le nécessaire et l'État a donné. Bâtiments, enseignants et sécurité. À certains parents qui brandissent le manque de moyens financiers pour l'achat des fournitures, uniformes et frais de scolarité, Madame le sous-préfet leur demande une seule chose, d'envoyer les enfants à l'école. Vous évoquez le manque de frais de scolarité, les uniformes pour les enfants. Envoyez-les à l'école, personne ne les chassera. À Mabeta, comme dans plusieurs localités de la région du sud-ouest,
Des milliers de parents ne sont pas prêts à envoyer leurs enfants à l'école. Un avenir gâché pour toute une génération. Et dans ce journal, évoquons à présent la colère des commerçants du marché de Yupwe ici à Douala. Ils ont initié un mouvement d'humeur pour contester l'élection du président, l'accusant donc de n'avoir pas respecté la procédure, un argument rejeté par le régisseur de ce marché. Le reportage de Sif Eboulé, Isabelle Carole Zopet. Au marché Yupwe à Douala, des vendeurs de poissons fumés sont en colère. Ils rejettent le président élu de ce marché, Mbati Victor, seul candidat qui était en liste. Si je ne vote pas, c'est parce que je ne m'attendais pas à cette élection. Nous avons coutume d'organiser les élections ici avant tout ce qu'ils sont en train de faire là. Et la façon dont nous les organisions, les candidats se présentaient. Les commerçants participaient massivement et celui qui a eu majoritairement plus de voix emportait sans problème. Ils disent n'avoir été informés que la veille de l'élection et de ce fait accusent le régisseur de cet espace marchand d'avoir tout manigancé. Ce qui a été énervant personnellement pour moi, hier, le pasteur est venu servir ses appareils. Le régisseur en a profité au marché, il criait allô, allô pendant qu'il y avait des bruits. Et il y aura élection demain. Élection de quoi? On vote qui? Ces commerçants dénoncent l'incapacité des gestionnaires du marché Yupwe à assainir cet environnement et honorer le règlement des factures d'électricité et bien d'autres charges. Ils revendiquent de se prendre en charge eux-mêmes. Qu'on nous laisse continuer comme nous nous gérons, parce qu'il fut un moment où nous avions confié notre gestion, mais on a été dessus. On a été dessus. À un moment donné, les gardiens n'étaient plus payés. Ils ont démissionné. À un moment donné, il n'y avait pas de lumière et on avait des factures vraiment trop élevées, puisque dans cette expérience, nous l'avons vécue. Nous n'aimerons plus qu'elle revienne. Le régisseur du marché Yupwe, qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro, nie en bloc toutes ces accusations et indique que tous les commerçants ont été informés de la tenue de l'élection. C'est donc une affaire à suivre. Et du côté du marché central, dans le 2e arrondissement, une situation quasi similaire s'est produite donc il y a quelques jours et finalement les résultats de l'élection du président du marché sont connus et c'est Flaubert Cuichet qui va donc présider au destiné de l'espace marchand. Dans le reste de l'actualité, la mangrove de Bolando, dans l'arrondissement de Mwanko, perd de plus en plus sa densité à cause de la forte exploitation de ses richesses par les populations. La situation inquiète les acteurs soucieux de la préservation des écosystèmes, donc à l'origine d'une rencontre de sensibilisation à Mwanko. Le reportage d'Eko Kalobé et de Sylvestre Hippolyte Zangao. La richesse et la diversité de la mangrove de Mwanko, associée aux autres mangroves du pays, donne au Cameroun le statut de point focal en Afrique dans la gestion communautaire durable et conservatoire des écosystèmes des mangroves. Toutefois, ce statut est affaibli par la forte dégradation de cette richesse naturelle. À Bolondo, dans l'arrondissement de Mwanko, département de la Sanaga-Maritime, une opération de reboisement des mangroves est en initiation. La mangrove, c'est pour renforcer le lien entre la reproduction halieutique et cet écosystème. C'est-à-dire que c'est le lieu où la faune marine et même aquatique se retrouve pour se reproduire. L'évocation de la mangrove est intimement liée à la préservation de la vie, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que la mangrove nous protège des intempéries dans le contexte actuel de changement climatique, avec leur corollaire de réchauffement, avec la fonte des glaciers et l'élévation du niveau de la mer. Par ailleurs, la mangrove est au centre de la préservation de la biodiversité.
de l'écosystème, et surtout de l'écosystème marin, parce qu'il est indéniable, il est de notoriété publique que la mangrove représente le site par excellence de reproduction des espèces marines. Les populations qui vivent au milieu de cet écosystème y tirent leurs principales ressources, notamment en coupant du bois ou en pêchant, des activités qui font face à la rigueur des lois régulant la préservation des mangroves. Je dois faire comment? Je ne peux pas couper les mangroves, même les arbres qui sont en brousse. Pardon, je vous demande seulement des excuses, parce qu'il y a beaucoup d'arbres en brousse. Ce ne sont pas seulement les mangroves que je peux couper et mettre dans ma maison. Si je n'ai pas la permission, vous me dites. Les pêcheurs de Bolondo souffrent tellement. Je parle en tant que propriétaire du bureau. À tout moment, la commune est là. À tout moment, les impôts sont là. À tout moment, tout le monde est devant nous pour demander. Le gain communautaire, on n'arrive pas à payer parce qu'on n'arrive pas à pêcher. Pour le bien de tous, selon ces termes, le sous-préfet de l'arrondissement de Mwanko associe les populations de Bolondo dans cette initiative. La population locale, avec l'activité principale qui est la pêche, depuis des années est en train de détruire l'écosystème. Nous avons jugé nécessaire d'engager ce processus qui implique la population locale pour veiller à ce que le reboisement soit fait par la population eux-mêmes et cela va les amener à mieux protéger, à veiller à ce que les gens ne viennent pas d'ailleurs pour détruire cet environnement. Selon des chiffres des organisations non gouvernementales spécialisées dans les questions environnementales, entre 2010 et 2020, le Cameroun a perdu plus de 10% de ses mangroves. L'actualité hors de nos frontières à présent et nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire pour retrouver nos envoyés spéciaux à une semaine du scrutin présidentiel. La Côte d'Ivoire est sur le qui-vive entre ceux qui prônent le boycott de l'opposition et ceux qui s'activent à la réélection d'Alassane Ouattara. Nos envoyés spéciaux présentent les enjeux. Emmanuel Diop et Cédric Noufeli. Bonsoir, nous sommes sur les terres des éléphants de Côte d'Ivoire, en plein cœur d'une bataille féroce politique et décisive dans la vie nationale de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dans l'arène politique, des ténors ne lâchent pas prise. D'un côté, Henri Konan Bédié, ancien chef d'État, candidat du Parti pour la démocratie en Côte d'Ivoire, qui rêve d'être porté à nouveau à la tête de la magistrature suprême, en coalition avec Pascal Affi-N'Guessan, candidat du Rassemblement démocratique africain. Ils ont tous les deux porté l'estocade contre leur ennemi politique commun, à savoir Alassane Dramane Ouattara, entre les critiques virulentes sur le processus électoral en cours, les dénonciations d'exclusion de certains leaders politiques ivoiriens en exil et l'absence, disent-ils, de consensus sur la cohésion sociale et l'unité nationale. Ils ont décidé de battre campagne contre l'élection présidentielle, une élection qu'ils jugent illégale et anticonstitutionnelle. Cependant, dans le camp du rassemblement des oufouettistes, l'on balaie d'un revers de la main ces arguments politiques. L'on est plutôt en train de ratisser large en faveur d'Ado, le président sortant, candidat à sa propre succession. Ces images sont les plus présentes ici, en plein cœur d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, candidat du RHDP, a même sorti un clip vidéo devenu viral sur les réseaux sociaux. Dans ce clip, il se présente comme un footballeur qui distribue la parole à ses lieutenants, lesquels lieutenants sont appelés à pouvoir montrer à la jeunesse ivoirienne qu'il est l'homme de la situation, qu'il représente le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Il a d'ailleurs exhorté ses lieutenants à aller présenter un bilan reluisant de 9 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. À une semaine de l'élection présidentielle, les différents candidats affûtent leurs armes pour convaincre les indécis ici en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, Cédric Noufeli, Carlos Minoué pour Equinox Télévision. Merci à vous, Cédric Noufeli et Carlos Minoué, avec qui nous allons vivre cet temps fort de la présidentielle en Côte d'Ivoire. À présent, ce communiqué qui nous parvient à l'instant, à l'invitation de son Excellence Monsieur président de la République du Congo, son Excellence Paul Biya, a donc quitté Yaoundé ce jour en fin de matinée avec son épouse, Madame Chantal Biya, pour prendre part à la conférence
international organisé à Brazzaville le 24 octobre à l'occasion des 60 ans des indépendances des pays africains francophones et des 80 ans de la participation des troupes africaines à la libération de la France en 1940. Donc, à l'occasion de ce voyage, la suite officielle du chef de l'État est composée des personnalités ci-après. Le jeune extérieures, Samuel Vondo Ayolo, ministre direct de la présidence de la République, et Mengot Victor Aré Congo, ministre chargé de la mission à la présidence de la République, Alamine Ousmane May, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Manaouda Malachi, ministre de la santé publique, et le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial à la présidence de la République, et Simon Bikele, chef du protocole d'État. C'est donc signé du ministre directeur du cabinet civil Samuel Vondo Ayolo. Vive émotion ce soir à la base aérienne de Douala. La dépouille du bâtonnier Charles Tchakounte Patié est arrivée ce soir via l'aéroport de Douala en provenance de Havre en France. Après un bref recueillement rendu par le bâtonnier par intérim et quelques autorités judiciaires, les membres de la famille, le cortège funèbre ont ensuite donc pris la direction de la base aérienne, dont reçu par les avocats massivement mobilisés pour la circonstance. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Retrouvez sur le plateau d'Equinox Soir Serge Alain Autou pour le débrief du journal. Serge Alain. Voilà, deux titres pour Equinox Soir, deuxième partie, Nadine Yambou. On va revenir sur cette guerre entre les artistes. La fin de la guerre dans le nord. Cette visite du président en République du Congo. Voilà. Nadine Yambou, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Mais bon week-end. Vendredi 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie réservée au débrief du journal. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Vincent de Paul Yédé, Jaspalé Akumanga et bien évidemment Thierry Gnopin, le président Biya au Congo. Oui, c'est une bonne nouvelle. Cela étant, le chef d'État à sortir est certainement plus préoccupé à s'occuper des problèmes internes. Je vous rappelle que la crise anglophone secoue le pays depuis plusieurs années maintenant, près de 4 ans que cela dure. Il était plus que jamais temps de savoir, et surtout, on accuse le chef de l'État, il est pointé du doigt parfois par ses pairs de ne pas beaucoup assister aux manifestations sous-régionales, aux rencontres sous-régionales. Je crois que le fait d'avoir accepté l'invitation du président Sassou Nguesso est une bonne chose. On a d'intérêt, surtout qu'elle a lieu demain. Et la commémoration quand même des indépendances des pays, notamment des pays de l'Afrique centrale, mérite d'être suivi avec beaucoup d'intérêt. Je vous rappelle que ce sont des indépendances qui ont coûté beaucoup de sang aux pays africains. Il y a beaucoup de nationalistes qui ont perdu leur vie. Donc, c'était tout à fait important d'être à cette grande messe. Il y a fait le déplacement. Donc, voilà, on attend le reste pour pouvoir diverger là-dessus. Docteur Rifoui, est-ce que... Comment vous êtes content de voir votre champion? Disons que... Beaucoup de commentaires. C'est ça? Non. Au RDPC? Non. On constate simplement que, du moins on se demande si c'est une photo qui est dans l'avion qui est en train de se rendre à Brazzaville. Comment ça? On se pose la question de savoir si c'est un mort vivant. Et dans ce cas, dans cette hypothèse, est-ce qu'il est plus vivant que mort ou plus mort que vivant? Puisque certains nous ont habitués à ce vocabulaire-là. Non, plus sérieusement, Thierry l'a indiqué,
c'est un moment important, ce sont les 60 ans d'indépendance des pays africains, donc ça ne concerne pas que le Cameroun, ça ne concerne pas que la sous-région, parce qu'il ne vous a pas échappé que la plupart des pays africains ont accédé à l'indépendance entre 1957 et 1963. Donc je pense que c'est un moment important et il est de bon ton que le chef de l'État assiste à un moment particulier comme celui-là. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais dire que Thierry l'a évoqué. On sait qu'on accuse souvent le président Biya d'être absent à beaucoup d'événements. Pourquoi le président Biya a tenu absolument à être présent à celui-ci? Écoutez, je crois que peut-être indiqué tout à l'heure, l'action publique est pilotée par deux principes. Ça peut être la règle, ça peut être la discrétion. Quand c'est la discrétion, c'est à la libre appréciation du décisionnaire. Quand c'est la règle, ça signifie qu'il y a un principe clair qui s'applique à chaque fois. Le choix de participer ou non à une cérémonie à laquelle il est invité relève du second principe, c'est celui de la discrétion. Donc il ne m'appartient pas de commenter les choix du chef de l'État qui choisit d'être présent ou de se faire représenter à des manifestations auxquelles il est invité. Jasparé, le président se rend au Congo. Et comme il a dit Thierry, ça fait tout le monde beaucoup voyagé ces derniers temps. Yeah, I think he's less concerned regarding issues in the country, but this is, you need to do a one-man show and people should see him that he's still active, you know. And we just pray that he should be active back in the country, because like seriously, unless it's a diplomatic visit, and maybe he's equally going there to learn more, you know. Learning is a continual process. But one thing for sure, we have been seeing him missing as far as Cameroon issues are concerned, especially with the crisis of which we want him. And then some few months behind, we were talking of which we were expecting him to say anything. Maybe, remember there was... Is it through the Prime Minister? Yeah, I think what your successor or your never give all the words hadn't been you were the one. So a woman who lost the husband and a woman that are not active, I don't see any difference. So if the court panelist is talking of he's still, as we can see, of which some days behind, the rumors have been going here and there that he's not more. But one thing for sure, I think Cameroonians were complaining because he was absent. You know, at a certain moment, if your father is absent, you know, is he still alive? Do not take it bad, and maybe for that reason, he now needs to go for this outing to show that he's still fine, fit and fine. Okay. So we're just waiting for the return and actually thought that. But for me, I think that need to do it in his country, move around. It's like it's not normal for the father of the nation to be in. See him just 2 times a year when he move around and see how his country is faring. Vincent de Paul, sentiment aussi, on ne voit pas beaucoup le président. Bien qu'il y a un symbole derrière cette sortie du président. Comment vous l'appréhendez? Je voulais saisir sa sortie pour dire qu'effectivement nous sommes au regret de constater que le chef de l'État est plus enclin à sortir du pays qu'à se déplacer à l'intérieur du pays. Nous ne devions pas être là à souhaiter de le voir à l'intérieur du pays, puisqu'il s'agit de notre pays, il s'agit du pays qu'il gouverne. Maintenant qu'on commente le fait qu'il donne signe de vie en faisant un déplacement, c'est pas décent. On devrait plutôt faire des commentaires sur ce qui l'amène à sortir du pays, ce pourquoi il y va et qu'est-ce que ça rapporte à notre pays, qu'est-ce que ça représente pour nous qu'il aille là-bas. Bon, donc
c'est le mode de gouvernement qu'il a choisi. Bon, nous avons assez parlé de cela et bon, nous constatons tout simplement que de se déplacer cette fois-ci, peut-être pour faire douter encore de son existence. Mais on aimerait, il est normal, même pas qu'on aimerait, c'est pas un vœu. Ça ne devrait pas être un vœu. Il devrait être beaucoup plus présent à l'intérieur du pays. Ok, je reste avec vous, des artistes qui se mobilisent pour la fin de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. D'accord. On serait tenté de... Parce que nous avons connu une situation assez compliquée dans ce pays, notamment cette crise du nord-ouest et du sud-ouest. Et toutes les composantes de la société se sont exprimées, à l'exception des artistes qui sont restés en marge de ces manifestations-là. Et nous savons tous que certains compatriotes, que je ne citerai pas ici, ont posé des actions que nous n'encourageons pas, mais juste pour leur dire, écoutez, de ce qui se passe dans votre pays, vous continuez à faire des concerts, vous continuez à vous comporter comme si ne se passe. Maintenant qu'ils ont décidé de prendre la parole, qui ne se limitent pas seulement à des hashtags, mais qui posent des actions concrètes. Nous tendons vers la fin de l'année. J'espère qu'on... Action concrète, c'est quoi? Un concert en plein Bamenda? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? J'espère qu'ils pourront faire des concerts pour réclamer, en fait, pour faire des collectes de fonds, pour soutenir ces populations-là. On parlait là tout à l'heure des parents à Limbekroa qui ne parviennent pas à envoyer leurs enfants à l'école faute de sous. Peut-être que les concerts de ces artistes pourraient servir à les envoyer à l'école. Donc, nous pensons que c'est une bonne chose qu'ils se manifestent enfin, mais qui ne se limite pas à cela, qui posent des actions concrètes. Okay. Voilà. Just Mali. Yeah. About this... I think it's better to be late than never, Yes. but then, like, seriously, we've been expecting them, even though with us in Cameroon, we love what we call copyright. Mhm. Yeah, I remember COVID-19 is when they were locked off everywhere that we also imitated to, like, lock off. And today, because of what is happening in Nigeria, our artists equally have stood up and said they should also say stop. And I think just this equally will show the Anglophones that actually the artists, they are with them, because women have gone on street, Right. youth have been on street, and even parents, and we have also been like fighting on air like this, also struggling to put an end to, you know, because like I always keep on asking, who is fighting against who? You cannot fight against your body. So I think actually with the artists and what they taught, I just believe that there shouldn't be any hidden agenda, because, you know, one of the things we end up seeing in a country is when they start something, and the worst of it presently, you know, is when some of the artists are for and some are not for. But then those who are for should keep on, because everybody will never be for. And the idea should move on and let it be something that will bring fruit in us. But then let me get back to say, you asked a question about the Ezeka issue, like to frame up if actually we should keep on thinking and celebrating that particular date. I will also say we should keep on celebrating the date that Marc Vivien Foué died with green, red, yellow on his body for the name of the nation. Thanks. Voilà, Thierry Nyopin sur cette situation, mais les artistes, certains disent qu'ils se sont toujours mobilisés pour que quelque chose soit fait de ce côté-là. Donc Oui, ils disent que c'est pas nouveau. C'est vrai que la mobilisation était individuelle, c'est construite parfois sur quelques artistes. On aurait souhaité que ce soit une mobilisation générale. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria. Les artistes camerounais ont commencé à le faire un peu plus tôt à travers des affiches sur les pancartes, mais cela n'était pas suffisant.
M. Edé a souligné tout à l'heure qu'on se serait attendu. Pourquoi pas? Même si l'organisation d'un concert ne pouvait pas se tenir, étant donné que le nord-ouest ou le sud-ouest étaient encore des zones suffisamment insécures, le sous-conseil aurait pu, par exemple, se tenir ailleurs pour effectivement demander plus d'implication des politiques, parce qu'on le veuille ou pas, la crise anglophone est une crise davantage politique qu'autre. Donc ce n'est qu'une décision politique qui peut participer à résoudre définitivement ce problème. On l'a souligné tout à l'heure, le chef de l'État, on aurait souhaité par exemple le voir sur le terrain à Bamenda, à Buea ou ailleurs. Mais il a un agenda, il ne gère pas seul le pays. On a coutume, on le dire au sein du RDPC, et puis il délègue. Maintenant, quand des délégués n'ont pas suffisamment l'aura qu'il faut pour être écoutés, je crois que cela pose problème. Mais le problème n'est pas nécessairement financier. M. Edé l'a souligné tout à l'heure. On a écouté Mme le sous-préfet dire qu'il faut envoyer les enfants à l'école. On ne les chassera pas. Le plus important, et ceux qui sont des instigateurs de cette crise devraient comprendre, et beaucoup qui sont d'ailleurs à l'étranger, vous avez vu sur la toile, ces gens-là célébrer les diplômes de leurs enfants. Au moment où ils célèbrent les diplômes de leurs enfants, d'autres Camerounais qui vivent au Cameroun, effectivement, ont des difficultés à envoyer les leurs à l'école quand ils veulent, quand bien même ils veulent le faire, parce qu'à côté, ils ont peur des représailles de ces quelques personnes qui sont sorties des rangs, qui se sont radicalisées. D'autres, peut-être, ont commencé à revenir à de meilleurs sentiments, mais la radicalisation est telle qu'il y a des gens, quoi qu'on fasse, cette crise, au-delà de toute la volonté gouvernementale, cette crise ne s'arrêtera pas du jour au lendemain, comme ça, au-delà de cette décision politique même. Il faudrait donc qu'au-delà de la commission, au-delà de la commission désarmement et réinsertion qui a été mise sur pied, il faudrait que l'on procède autrement. La commission, le grand dialogue a été initié. Vous savez bien que les mineurs de cette crise n'ont pas été suffisamment impliqués, ils ont été invités, ils ne sont pas venus parce qu'ils avaient peur des représailles. Il faudrait donc qu'il y ait plus d'engagement, plus d'implication, pas seulement des artistes, mais de tous les Camerounais, de tous bords, parce que la crise anglophone n'est pas nécessairement la crise pour les anglophones, parce que nous avons tous des enfants aujourd'hui qui fréquentent des écoles anglophones, beaucoup qui allaient même dans des internats de ce côté, qui étaient parmi les meilleurs, se sont retrouvés malheureusement aujourd'hui soit à Douala, soit à Yaoundé ou dans des régions périphériques. Il faudrait bien que cette crise cesse tôt ou tard parce qu'elle n'aide pas le Cameroun à se développer. Vous savez que l'un des plus grands employeurs après l'État était la CDC. Aujourd'hui, elle est en banqueroute. Beaucoup d'entreprises comme ça ont fermé leurs portes à cause justement de cette crise-là. Il est plus que jamais temps, il est plus que jamais urgent que l'on résolve cette crise, que les artistes, que la société civile, les journalistes, tout le monde s'implique là-dessus. Ok. Ils s'impliquent et également les artistes. Vous pensez qu'ils peuvent faire quelque chose pour qu'on s'achemine vers cette paix tant souhaitée par l'ensemble des Camerounais? Les artistes, ils ont leur partition à jouer? Écoutez, Serge Alantou, nous au RDPC, nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la liberté d'expression et de pensée. Nous n'avons jamais empêché que les artistes prennent position pour ou contre le gouvernement. Nous n'avons jamais empêché que les artistes puissent prester parce qu'ils ont pris une position qui ne nous arrangeait pas. Il faut que ce soit clair. Les artistes, ce sont des citoyens. Ils ont le droit de s'exprimer sur les questions qui sont en débat au sein de la société. Et la crise anglophone est une question en débat au sein de notre société depuis 2016. Donc, que les gens, qu'ils se soient exprimés à titre individuel ou qu'ils s'expriment de manière collective, il y a effectivement eu une mimésis sur la base du NSAS au Nigeria et cette mimésis a conduit à cette situation dans laquelle vous avez des artistes qui se sont sentis obligés parce qu'ils ont été indexés par des gens qui leur disaient sur les réseaux sociaux, bon, on trouve que votre silence est coupable, ainsi de suite. Et je constate qu'il y a une controverse parce que certains ont dit, nous on ne veut pas être les moutons de Padurge. Donc il n'y a pas un bouton sur lequel vous allez appuyer et puis on va essayer de vous faire plaisir. J'appelle les Camerounais à respecter les opinions des uns et des autres. Nous sommes dans le cadre du débat public et dans le cadre du débat public, il n'y a pas une opinion qui devrait être imposée aux autres. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur le fond du débat, sur la question de la crise anglophone,
dit un anglophone crisis. C'est une très belle chose. Mais qui serait contre un slogan comme celui-là? Écoutez, si vous me demandez, je signe demain. Hein. Mais ce n'est pas parce que je vais signer demain que la paix va revenir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, que les artistes qui se mobilisent, que ceux qui ont fait pression sur ces artistes pour qu'ils se mobilisent, qu'ils fassent également pression sur les leaders sécessionnistes et terroristes ambazoniens qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent en Norvège, qui se trouvent en Angleterre, qui se trouvent en Belgique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement camerounais a fait assez pour que cette situation revienne à la normale. Le gouvernement camerounais a fait suffisamment de concessions. Et moi, je pose une question simple. Quelles sont les concessions que les leaders anglophones ont fait sur le front de la crise anglophone? Tous les jours, on demande au gouvernement d'en faire plus. Tous les jours, on considère que le gouvernement n'en fait jamais assez. Ok, le gouvernement n'en fait jamais assez. Admettons. Bon. Les leaders sécessionnistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et moi, je peux vous dire ce qu'ils ont fait. Ils ont assassiné Florence Ayafor. Ils empêchent nos frères et nos cousins d'aller à l'école. Ils coupent des mains. Ils violent des femmes. Ça, c'est ce qu'ils mettent sur la table de la négociation. Et tous les jours, des gens qui pensent que tout ce qui est bon pour gêner le pouvoir de Yaoundé est bon à prendre, préfèrent s'en prendre au gouvernement du président de la République au lieu de s'en prendre à ceux qui tirent les ficelles depuis l'étranger. Nous disons aux Camerounais, il ne faut pas être naïf. Il y a eu des questions anglophones qui étaient des questions légitimes. Et je crois que, au-delà de... Voilà, il y a des revendications qui étaient des revendications légitimes. Le gouvernement a essayé d'y donner droit. Que ces réponses soient insuffisantes ou pas ne change rien au fait que derrière, il y avait un agenda qui était clair. Cet agenda, c'était la sécession. Et ceux qui veulent la sécession n'ont aucun intérêt à ce que la paix revienne là-bas. Donc, il faut que ceux qui ont mis la pression sur les artistes, qu'ils mettent également la pression sur les leaders ambazoniens afin que ces gens-là fassent aussi des concessions. Parce que la main du président de la République reste tendue, sauf qu'en face, tout ce qu'il reçoit, ce sont des têtes, ce sont des corps mutilés, c'est le nombre d'enfants qui sont déscolarisés, ce sont les écoles qui sont dégradées, ce sont les ponts qui sont détruits. C'est ce qu'on lui rétorque à chaque fois qu'il tend la main. Ok. Voilà, on va terminer avec... Oui, vous voulez ajouter à la Oui, suite de vraiment, je ne Dr. comprends pas pourquoi le docteur se sent indexé. Je comprends pas. Est-ce qu'il sent que les artistes demandent au gouvernement de mettre un terme à cette crise? Non. Ils disent « end the anglophone crisis ». Donc, ça concerne tout le monde. Tout le monde qui lit ce message se sent concerné. Aussi bien les leaders sécessionnistes que les membres du gouvernement. Que tous les acteurs de cette crise-là. Donc, je voudrais tout simplement le rassurer pour dire que si nous avons... Ce message s'adresse pas au gouvernement. Il s'adresse à tout le monde. Voilà. À tout le monde. Y compris à lui et à moi. Pour que nous posions des actes qui puissent conduire à la fin de cette crise, tout simplement. Voilà, le mot de la fin. Mot de la fin. Oui, pour dire une seconde, c'est un peu... il y a un très beau livre d'Edgar Morin, Indignez-vous. Mais l'indignation ne suffit pas. L'indignation, ce n'est pas de l'action. Donc je dis, il ne faut pas qu'on se limite au slogan. Il faut aller sur des choses concrètes. Et moi, je dis que ceux qui ont mis la pression sur les artistes pour qu'ils s'engagent derrière ce hashtag, il faut qu'ils mettent la même pression sur les leaders ambazoniens. Ça, c'est une action concrète. Ok. Voilà, on va terminer avec Ezeka. L'année prochaine, ça va faire 5 ans. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez? Non, je crois Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on ne soit pas dans l'oubli total? Non, la stèle dont on parlait tout à l'heure devrait finalement être érigée et les populations des ECA méritent également un meilleur suivi. L'hôpital doit être en fait un hôpital de référence parce que moi je pense que tous les hôpitaux qui sont situés sur l'axe lourd, sur le chemin emprunté par
le chemin de fer devrait être suffisamment équipé parce que le pays peut parer arriver à toute éventualité. justement. Mais en même temps, il faut souligner que l'incident, là où la catastrophe des ECA permet quand même à plusieurs personnes de voir un certain nombre de choses, des ministères qui étaient impliqués, qui ont eu la possibilité de le faire, s'y sont lancés à cause, parce qu'on a parlé quand même d'un accident ferroviaire. Il faut souligner que le ministère des Transports était suffisamment impliqué là-dessus. On a vu les actions qui ont été menées, les 4 locomotives neuves qui viennent d'arriver au Cameroun depuis janvier. On a renouvelé le rail à ce niveau et je crois qu'ils sont même en train d'aller au-delà. On est en train de réhabiliter le rail du côté de entre Belabo et Ngaoundéré et Douala, Yaoundé sera également réhabilité parce que, qu'on le veuille ou pas, le transport par rail en dehors de l'avion est l'un des moyens de locomotion les plus sûrs au monde. Donc il faudrait que le ministère des Transports continue à s'impliquer davantage là-dessus pour rendre ce volet suffisamment sécure pour que si jamais la route nous lâche, comme ça a été le cas avec Manaï, effectivement qu'on se retourne du côté du transport ferroviaire sans aucun problème. Ouais. Il y a également le transport voyageur où l'accent devrait être mis. On a appris effectivement qu'il y a 25 nouvelles locomotives qui pourraient arriver au Cameroun d'ici la fin de l'année 2021. Donc ce sont des actions concrètes que nous souhaiterons voir véritablement implémentées sur le terrain. Ok, Yasmalé, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que les populations des ECA cessent de pleurer? Yeah, I think just like I earlier said, some of the families that were not paid for the incident, the government needs to really, go back and see a way forward. I think by so doing, they will equally see themselves on the same page with others. And two, talking of this same event, most of the times when you keep on reminding yourself of a bad historical something, if you like seriously, you will discover that you will never get out of it. If this issue of Anglophone crisis is coming today is because every 1st October, the Anglophones have that tendency of always celebrating, struggling to put the flag up. Hadn't there was an end of this, then like seriously today we wouldn't have been talking of again. But for the fact that the date is there, the children that are coming tomorrow will meet it. So if we keep on celebrating that particular event, at a certain moment it will be very difficult to get out of the memory. Okay. And I also propose that we should sometimes, remember I talked of a case of Marc Vivien Foe that I really put it in my mind. We should sometimes think of Cameroonians who have really done a lot and within the period they gave of their life for the name of the nation. Vincent I think by so doing, it will encourage more that have to do. Vincent de Poliere. Nous souhaitons tout simplement que d'ici l'année prochaine, que nous constations que l'État a tenu ses promesses, quoi. Tout simplement, et qu'il a tiré les leçons de cette catastrophe-là. Et justement, cette catastrophe-là a montré les différentes lacunes, aussi bien au niveau que hospitalière. Donc, vivement que forte. Ce qui est des services que l'hôpital aussi, mais dans tout cet espace-là, il n'y a que Ezeka qui va jusqu'à Lolodorf. Donc, il est important que cet hôpital-là soit réhabilité. Voilà. Dans 1 minute 21h, docteur Rifoué. Oui, écoutez, je pense que l'action publique s'est mise en branle autour de cette catastrophe. Il faut souhaiter que les actions qui ont été initiées et qui ne sont pas encore allées à leur terme aboutissent et que celles qui restent encore à se mettre en œuvre, que les départements ministériels concernés se mettent le pied à l'étrier parce que effectivement, ce sont des éléments qui
davantage les cœurs parce que, comme je l'ai indiqué, de toutes les façons, la qui ont perdu des proches ne sera jamais racheté, que ce soit par les fonds qui ont été alloués par le président de la République ou par l'indemnisation de Camraille. Mais l'ensemble de l'action publique qui doit se déployer autour est la marque de ce que l'État a pris la mesure de ce malheureux et que nous regrettons tous. Merci à vous d'être venu. Merci Jaspalé. Merci de Paul. Merci Thierry Ngopin. Voilà, madame, monsieur, nous sommes mariés. Dernière de la semaine, rendez-vous 9h.